Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le book haul du mois de juillet, qui sera clairement le book haul de la honte. Et j'ai pas été super raisonnable. Au mois d'août, j'ai reçu des services presse, mais je suis aussi beaucoup lâchée, c'est clair, mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer par vous présenter déjà mes services presse et puis les cadeaux que j'ai reçus. Alors, par lequel je vais commencer. Il y en a un petit peu quand même. Il y en a que j'ai déjà lu, d'autres que je suis en train de lire. Voilà, donc ça va, je ne suis pas trop en retard sur mes services presse, donc là je suis assez contente. J'ai plein de tas de livres à mes pieds, c'est horrible. Le premier que je vous présente, c'est Conjuration, tome 1, Otage de l'Empire de Bleu Guillou aux éditions Naos, qui était la branche plus jeunesse des éditions Nemos, enfin plutôt young adulte, parce que ça s'adresse quand même à un public young adulte. En ce qui concerne en tout cas le sujet du roman, on a eu en plus une belle carte avec un petit mot de l'autrice. Donc ça, c'était super agréable. Je l'ai lu puisque une lecture commune a été organisée par les éditions Naos. On va suivre ici Livia. On est dans un monde de fantaisie. Il y a de la magie, mais un monde très fortement imprégné de la Rome antique. D'ailleurs, l'autrice a fait des études sur la Rome antique et ça se sent dans le roman. La seule différence, c'est que ce royaume met les femmes à égalité avec les hommes. Alors des fois c'est bien, des fois c'est un petit peu moins bien, parce que voilà, vous n'avez pas le choix, comme les hommes ne l'ont pas, notamment en ce qui concerne l'armée. Mais en même temps c'est bien, il y a des femmes qui peuvent rejoindre l'armée si elles le veulent. Là, l'héritier de l'Empire sera une femme, puisque la première née, enfin le premier-né est une première-née, ce sera Agrippine. Et on va voir un peu les tensions entre Livia et Agrippine, puisque Livia, toute petite, a vu son royaume se faire envahir par l'empire d'Urbs, qui est vraiment, qui ressemble fortement à l'empire romain, et notamment à quand César régnait. Et elle est devenue une otage de l'Empire avec d'autres jeunes, avec là, elle prend sous son aile d'ailleurs de jeunes enfants, de jeunes ados, puisqu'on la retrouve plusieurs années après, où elle est devenue une jeune femme et elle est fiancée au prince de l'Empire, Caius. Donc elle a quand même pas mal monté les échelons. En fait, derrière tout ça, il y a une volonté de prendre quand même le pouvoir, de prendre sa revanche, de venger sa famille. Et au début, j'avais peur, je me suis dit, je vais aimer aucun des deux personnages féminins, parce que deux femmes comme ça, enfin, hommes ou femmes, peu importe, mais qui complotent pour avoir le pouvoir, qui sont intéressées que par le pouvoir, elles sont pas sympathiques. Mais en fait, Livia est très sympathique tout de suite, puisque on voit comment ça s'est passé quand son empire a été envahi, enfin son royaume, pardon, a été envahi, comment elle a été emmenée en tant qu'otage, la façon dont Agrippine l'a traitée quand elle était enfant et ado. Voilà, Caius, son fiancé, est aussi très sympathique. Il l'a toujours défendu. Donc, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu plus compliqué au niveau d'Agrippine. Mais là, je suis en train de me dire que je suis en train de vous faire un point lecture alors que c'est un book haul, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, ce roman, il sort le 21 août. Je ne sais pas si vous aurez déjà la vidéo quand il sera sorti, peut-être. Je vous conseille vraiment, il est top, il est prenant, il est addictif. Avec cette atmosphère de complot et à la romaine, on se dit toujours, mais à qui peut-on faire confiance? Voilà, on est toujours un peu dans l'expectative, un peu dans le stress, en disant, mais je peux faire confiance à un tel ou une telle? Et c'était vraiment, vraiment super. J'ai reçu aussi un service presse, hop, de la part de l'autrice Julie Bogno. On se suit depuis un moment sur Facebook et Insta plus tard. Et ça, c'est sa nouvelle série qu'elle a découpée effectivement en feuilleton. J'avais eu le premier, elle me l'avait envoyé en numérique. Et là, elle m'a fait la surprise de m'envoyer les trois en version papier. Donc, je suis vraiment super contente. Donc, j'ai lu le 1, mais pas encore le 2 et le 3. Ça se lit très bien. Et c'est vrai que j'avais remarqué que c'était un découpage. Ça me faisait penser un peu au feuilleton du fin du 19e siècle. Par exemple, Les Mystères de Paris de Jeanne Su, où vous aviez l'histoire à la fin du journal toutes les semaines. Et en fait, oui, c'était bien une volonté de faire ça comme ça, en découpage. Alors, Isabelle, si tu passes par ici, parce que la dernière fois, quand je vous les ai présentés lors d'un vlog lecture, voilà, vous voyez qu'il y a des animaux, voilà, là vous avez un crocodile, là vous avez un ours, et là au lieu de dire, je vais refaire la même connerie, au lieu de dire hippopotame, j'ai dit rhinocéros. Bon, bref, je sais pas, j'ai demandé à mon mari qui me paye un safari peut-être en Afrique pour faire la différence entre eux.
un rhino et un hippopotame. Donc nous avons un hippopotame. Dire mais qu'est-ce que fichent ces animaux-là, surtout un hippopotame, c'est plutôt sympa. On est dans un roman post-apocalyptique. Il y a eu des gros problèmes au niveau des centrales nucléaires. D'ailleurs, il y a une carte au début de chaque roman. Alors, Julie m'a vraiment fait un super cadeau parce que elle m'a envoyé le marque-page qui va avec chaque livre et elle m'a fait une belle dédicace avec un seau à chaque fois. Enfin, je leur remercie, ça m'a beaucoup ému de recevoir ça. Je la suis depuis le début et voilà. Et j'ai vraiment aimé ce tome, hein. Je trouve qu'il y a un travail formidable qui a été fait dessus. Voilà, vous avez des dessins comme ça entre deux, c'est super. Super bien fait, franchement, j'adore, j'adore. Et là, vous avez une carte de France. Alors, ça m'a fait sourire, oui et non, puisqu'on voit apparaître dessus Gravelines, qui est près de Dunkerque, donc dans mon coin. C'est pas tout près d'Arras, mais où il y a une centrale nucléaire. C'est vrai que quand j'étais ado, mes parents m'avaient expliqué que si cette centrale nucléaire explosait, ou avait un problème, bah, on était tous morts ou destinés à mourir, puisque voilà, il y avait eu Tchernobyl déjà avant. Voilà, et bah, évidemment, comme ça se répand partout, c'est hyper dangereux. Donc, nous sommes dans une série de romans où, disons que d'un point de vue nucléaire, ça s'est pas super bien passé. Et on va suivre, alors je ne dis pas de bêtises parce qu'à chaque fois je confonds les noms, c'est Léonie, c'est ça l'héroïne, Léonie. Genre j'avais confondu avec sa mère, c'est Léonie. Elle vit, alors maintenant les hommes vivent dans des sortes de dômes qui sont protégés des retombées nucléaires, mais aussi des animaux qui sont redevenus, enfin, un crocodile, c'est un animal sauvage, mais qui attaque les hommes systématiquement. Voilà, donc je suppose que par exemple, un hippopotame, à la base, ça n'attaque pas l'être humain, sauf si, je pense, vous essayez de s'en prendre à ses petits, par exemple, ou vous l'embêtez, mais c'est pas un animal connu pour être particulièrement féroce. On montre aussi un petit peu la dédicace et puis le marque-page. Et les animaux deviennent complètement fous. Donc ils se tiennent à l'abri dans ces dômes. Sauf que bien sûr, il y a les gens qui sont plus aisés, qui sont la classe dominante, qui vivent dans les anciennes tours, anciens appartements. Et puis il y a les autres qui vivent en bas des tours, dans des tentes, dans des sortes de bidonvilles, telles que Léonie et sa maman. Sachant que Léonie, en plus, est enceinte. Alors on ne sait pas trop qui est le père, comment c'est, voilà, a eu lieu, enfin, comment s'est passée cette grossesse, pourquoi elle est tombée enceinte. Bon, je ne vais pas trop vous en dire non plus, c'est des romans assez courts en plus, je pense qu'on pourrait les qualifier de novella aussi. Et voilà, on va avoir des flashbacks, et notamment Léonie faisait des études de médecine, et voilà, elle est dans l'hôpital, et voilà, ce sympathique crocodile qui arrive. Oui, vous allez me dire un crocodile en France, oui, mais il y a des zoos. En France. Surtout ne pas oublier les os. Dangereux les os. Voilà, et là vous avez, voilà, pour le deuxième, hein, toujours un ours. J'adore le travail qui a été fait. C'est super, quoi. C'est de l'auto-édition, mais c'est vraiment bien travaillé. J'adore. Donc je me demande si je vais pas relire le premier parce que ça se lit tellement bien. Pour bien me remettre dans le jus, j'ai très envie de, voilà, de me faire les trois en suivant. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Pareil, celui-ci, c'est un service presse, mais j'aimerais bien me trouver une soirée pour, si possible, le dégommer en une soirée parce que je sens que je vais me faire plaisir en lisant ce roman. C'est Slasher Island de Violaine de Charnage qui me l'a envoyé aussi en service presse, avec en plus tous les marque-pages. Voilà, petit marque-page bien sympathique. Et voilà, comme vous voyez ici, alors il n'y a pas forcément une histoire de requin, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt un slasher, en fait, un roman, c'est-à-dire qu'il va y avoir des morts. Là, en fait, ce sont des jeunes hommes qui participent à une télé-réalité. Enfin, des beaux gosses, je ne sais pas s'il y a, bon, je pense qu'il y a filles et garçons. Il y a un concours de beauté et des cadavres dans le placard, l'heure de la vengeance a sonné. Voilà, on est dans un lieu, je pense, un peu clos, qui est une île, donc c'est vrai que ben, voilà, si vous êtes, je pense qu'il comme un peu certaines téléréalités qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils mettent plusieurs jeunes sur une île, puis à part les journalistes, les présentateurs, les caméramans qui sont là, ben, ils sont un petit peu isolés quand même, donc je pense qu'il va se passer des choses un peu étranges. Alors, l'autrice m'a dit que c'était de l'horreur, mais bon, ça je le savais parce que voilà, c'est une autrice que j'ai déjà vu passer plusieurs fois et je suis super contente qu'elle m'ait contactée. Ça m'a fait super plaisir aussi. Et ce livre, je l'ai vu passer sur le compte de Céline Lecture sur Bookstagram. Et voilà, l'autrice m'a dit aussi que c'était du fun horror, je pense. Bon, ça va être assez, voilà, l'horreur, mais assez fun. Mais aussi du porn horreur. Alors là,
Je ne sais pas trop à quoi ça va correspondre, mais voilà, j'ai vraiment envie, je pense, me faire voilà, une soirée slasher à l'Inde, une soirée slasher, je vais y arriver, à force de le répéter, je n'y arrive plus. J'adore les slasher movies. Bref, j'adore ce genre de film, et voilà, le retrouver en roman, je me dis que ça va me rappeler ma jeunesse aussi, quand on allait au ciné voir ce genre de film et tout, donc j'ai hâte, mais je veux me caser une soirée où je peux le lire, voilà. Si je peux le lire en une soirée, le Grégo, mais en une soirée pour me faire plaisir, j'ai hâte. J'ai reçu aussi en service presse, pareil, j'étais contactée directement par l'auteur Pascal Marmé, que je remercie pour son dernier roman où on retrouve le commandant François Chanel. Donc là, c'est Scène criminelle, c'est aux éditions M+. Pareil, avec un bout, pareil, avec une petite dédicace. Ça qui est sympa aussi quand vous recevez directement des auteurs, c'est que vous avez toujours une petite dédicace avec, et c'est très sympa. Je vais essayer de lire aussi pour la semaine prochaine avant de partir en vacances. Voilà, donc c'est la 3e enquête du commandant François Chanel que je lis. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers, donc je suis vraiment très contente que l'auteur me l'ait envoyé. Voilà, le premier c'est Exécution, le deuxième Commandant François Chanel, et celui-ci Scène criminelle. J'ai reçu aussi, alors celui-ci je l'ai presque fini, chez Gulfstream dans leur collection électrogène fantastique historique, Le chemin de la dame. Vous pouvez le voir, ça se passe durant la Première Guerre mondiale. J'aime beaucoup quand il y a un mélange voilà, de fantastique et d'époque historique très marquée. On va suivre des jeunes, alors au départ quand ils sont enfants, avant le début de la Première Guerre mondiale, et ils vont dans la forêt, ça se passe dans un petit hameau de Bretagne, et ils recherchent la Dame Verte, une jeune femme qui a, je ne sais plus combien de siècles auparavant, 18e siècle si je me souviens bien, voilà, a subi un certain traumatisme, on va dire, et qui cherche à se venger, qui entrait les bois, donc il la recherche. Et puis on les retrouve des années plus tard. 2 d'entre eux sont envoyés, sont envoyés sur le front en 1917. Bon, ça va être assez dramatique ce qui va se passer là-bas. Et puis après, il y a le retour au village. Le retour auprès des sœurs, des fiancées, des mères. Ils vont retrouver aussi un autre ami qu'on ne voit pas au début parce qu'il est un peu plus jeune, il a 15 ans, c'est pour ça qu'il n'est pas envoyé à la guerre non plus. Et voilà, il commence à se passer des choses étranges dans ce village, et voilà, vous imaginez, c'est un petit hameau un peu perdu. Alors certes, on est au début du XXe siècle, mais les croyances et les a priori, notamment sur les femmes et sur la place de la femme, sont encore très très présent. On est toujours dans ce carcan où il faut rentrer dans les cases, voilà, notamment quand on est une femme. Il y a une grosse part de fantastique aussi dedans, et voilà, j'aime beaucoup, c'est prenant. C'est à partir de 15 ans, voilà, il peut y avoir des scènes un peu violentes, mais à partir de 15 ans, oui, je pense que c'est tout à fait lisible. Puis c'est bien aussi de parler de la guerre et du retour de ces soldats de la guerre, et les traumatismes qu'ils ont pu subir là-bas. Alors, celui-ci, je l'ai déjà lu aussi. C'est L'âme des mondes de tome 1, l'objimel du choix de Line Souris. J'adore la couverture et je trouve qu'elle représente super bien le livre, puisqu'on va pénétrer ici dans un monde assez féerique. On va suivre Tilia qui a 16 ans. Son grand-père a disparu quand elle avait 8 ans, si je me souviens bien. Et 8 ans plus tard, elle est très douée pour le dessin, Tilia. Et à l'aide d'un dessin, elle voit son grand-père apparaître. Évidemment, il y a beaucoup de magie autour de tout ça. Et en fait, elle se rend compte qu'il est prisonnier. Et par un concours de circonstances un peu hasardeux et pas voilà, assez maladroit, elle se retrouve dans le monde de Jolis, non, de Jolus, pardon. C'est pour ça que j'aime bien regarder les noms avant. Sur le monde de Jolus, qui est une sorte de monde parallèle au nôtre. C'est pas un monde différent, c'est un monde parallèle dont une entité surveille, s'occupe avec beaucoup de bienveillance et de tolérance. On retrouve d'ailleurs des espèces disparues qu'elle a sauvées justement de notre monde à nous pour les mettre sur Jolus pour qu'elles puissent continuer à vivre et à évoluer. On a par exemple un dinosaure, des dinosaures et qui ont évolué au niveau de l'intelligence notamment, et c'était vraiment sympa. C'est jeunesse, même alors. Voilà, je dirais c'est jeunesse, mais il y a quelques scènes un peu dures, puis vous voyez, c'est écrit assez petit, mais c'est pareil, au niveau young adulte, ça peut être lu, et un bon lecteur peut le lire aussi à partir de 12 ans, je pense.
Et voilà, et Tilia va se retrouver propulsée sur le monde de Jolus avec sa meilleure amie. Évidemment, elle va faire plein de découvertes concernant sa famille, concernant ce monde. Et il y a un côté féerique qui était vraiment très sympa, que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop en dire parce que je ne suis pas là pour faire un point lecture. Et ensuite, alors j'ai reçu en cadeau La sorcière de Limbridge de Susan Smith. Alors là, c'est aux éditions Pocket. Attention, révélation. Heureusement, celle-là, elle s'enlève, ça va. Celui-là, je l'avais déjà repéré quand il était sorti en grand format. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais attendre, il est sorti en poche. Voilà. Et par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin. Mais bon, ma foi, c'est bien. Là, on va suivre donc Engen Louis-Jen. Ça se passe aux Pays-Bas, si je me souviens bien. Bon, c'est traduit des Néerlandais des Pays-Bas. On est en 1674 et elle est en prison, puisqu'évidemment, elle a été accusée de sorcellerie. Et elle va raconter sa vie. Alors, ça rappelle un petit peu Un bûcher sous la neige, que j'ai dans ma palle aussi, que je n'ai toujours pas lu, où aussi une jeune femme qui est condamnée à mort pour sorcellerie raconte son histoire à un prêtre. Là, c'est un baron qui va lui poser des questions. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Booktube, c'est pas du tout... C'est assez différent d'Un bûcher sous la neige. Donc, si jamais vous avez lu Un bûcher sous la neige et que vous avez peur de relire la même chose, apparemment, c'est pas le cas ici. Donc, je suis très contente de l'avoir. Voilà, j'ai attendu assez longtemps, c'est sorti en poche, c'est pas plus mal. Et puis, j'ai reçu il y a pas longtemps, pareil, de la part de l'auteur Quentin Joinville, L'automne des dieux. Alors, c'est le livre 1 des chroniques d'Ilia. Je pense qu'on va être dans un monde post-apocalyptique. Alors, il n'y a pas trop d'explications au niveau de la 4e de couverture. C'est juste qu'il y a un vent qui s'est levé et qui, voilà, il y a eu les premières chaleurs. Enfin bon, on sent que voilà, les premiers fléaux sont arrivés sur Terre. Et bon, je l'avais vu passer sur Bookstagram en fait, et j'ai dit ouais, il a l'air super bien. Et l'auteur du coup m'avait contacté et voilà, je suis très contente de l'avoir reçu aussi. C'est pareil, celui-ci, je vais pas tarder à le lire, hein. Il sera dans ma palle du mois d'août. Alors par contre, c'est vrai que le problème, c'est que transporter tout ça dans les bagages, ça va pas être forcément évident, puis ça fait pas du bien au livre, donc je ne sais pas comment encore je vais m'organiser, mais je vais voir. Mais j'avoue qu'il me tente beaucoup. Donc ça, c'était pour mes services presse. J'ai essayé de faire en sorte que ça ne se casse pas la figure. Ensuite, je vais vous montrer un peu les séries que j'ai achetées. C'est de les prendre dans l'ordre. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai commencé la série de Bâtard de Cossigan de Fabien Cherouti. Alors là, c'est en poche aux éditions Folio SF, mais c'est sorti aussi à la base, c'est sorti chez Mnemos. Je devais recevoir le tome 5, c'est pour ça que j'avais décidé de les relire. En plus, quand je les ai lus, je pense que j'avais pas vraiment les bagages pour apprécier cette fantaisie historique qui est assez adulte. Et ouais, c'est le tome 2 que je suis en train de vous montrer. Le tome 1, j'en ai fait quoi? Je ne sais pas où il est. Alors, est-ce que je l'ai acheté au mois de juillet ou au mois de juin? Je ne sais plus. Enfin, ouais, j'ai lu les 2 premiers. Et ouais, donc je devais recevoir le dernier tome. Et en fait, en même temps que Conjuration, j'ai eu Conjuration et pas le Bâtard de Cossigan. Donc, je suppose que le colis s'est paumé quelque part en route. Donc là, Mnemos devait me l'envoyer en version e-book, hein, parce que c'est vrai que c'est une maison d'édition indépendante. Donc, il ne faut pas se permettre de renvoyer à chaque fois les livres en version papier. Par contre, là, j'ai toujours pas la version numérique. Et comme j'ai des problèmes en ce moment pour télécharger sur ma liseuse, bon, ça me fait un peu peur. Mais du coup, je me suis dit que j'allais les relire. Je m'étais arrêtée au tome 3 qui finissait une partie. Du coup, je vais reprendre le tome 4. Il y a un recueil de nouvelles aussi qui est sorti, que je n'ai pas lu non plus. Et voilà, j'apprécie beaucoup plus ma lecture cette fois-ci. C'est donc une fantaisie historique. On va se retrouver au début de la guerre de 100 ans pour le tome 1. Bon, après, ça va suivre d'année en année. Et on va suivre le fameux Bâtard de Cossigan. C'est Pierre Caudoin de Cossigan, qui est né d'une fille de cuisine et d'un noble bourguignon. Et bon, il a toujours, même si son père l'a reconnu parce qu'il avait beaucoup de tendresse apparemment pour la mère de Pierre, il n'a jamais aimé son fils et il est considéré par les membres de sa famille comme un bâtard. D'ailleurs, il a pris beaucoup de distance avec eux. On ne sait pas pourquoi, hein. Il va y avoir des révélations au fur et à mesure, je pense, des tomes. En tout cas, c'est le cas dans les tomes 1 et 2. Et il a fondé une compagnie de mercenaires, donc il vend ses services au plus offrant. Alors, c'est passionnant parce qu'encore une fois, ça se pose dans une période historique très marquée, la guerre de 100 ans, mais l'auteur y a rajouté des créatures fantastiques et ça, c'était tout simplement génial. J'adore. J'adore. Fabien Cherouti est agrégé d'histoire, donc encore une fois, ça se sent très bien dans la lecture du roman.
Ça permet de rassembler quelques souvenirs d'histoires, qu'on a vues à l'école, mais aussi de, voilà, de découvrir des faits historiques qu'on ne connaissait pas. Et puis il y a ce rajout, voilà, de créatures fantastiques, de religions païennes, et toutes ces religions, ces créatures ont été chassées lors de croisades, de ce qu'on appelle les croisades noires par l'Église. Alors, elles survivent encore. Malheureusement, elles ont toujours un peu cette épée de Damoclès sur leur tête, puisque l'Église les surveille de près, elles n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir. Certaines espèces ont quasiment été éradiquées. C'est le cas notamment c'est pas une compagne, mais un compagnon d'armes qui est une femme de Pierre de Cossigan, Dune. Alors Dune, c'est diminutif de son nom. Elle fait partie des change-sang, c'est-à-dire de ceux qui ont la capacité de se transformer en être humain, de prendre l'apparence de n'importe qui, ce qui a causé beaucoup de problèmes à leur espèce, puisqu'ils ont été pourchassés par l'Inquisition. Elle-même a été... on ne sait pas dans quelles circonstances, mais on sait qu'elle a été torturée par l'Inquisition, notamment vitriolée, donc elle est comment, défigurée de la tête aux pieds. Voilà, c'est un personnage que je trouve passionnant. Voilà, il y a une place des femmes qui est assez revendiquée quand même, et c'était franchement prenant. Le tome 2, le fou prend le roi. Le premier, c'est l'ombre du pouvoir. Le fou prend le roi est encore plus addictif, je trouve, et encore plus prenant. Et puis, voilà, Pierre de Cossigan, il a aussi cette capacité à, disons, à guérir de ses blessures très rapidement, beaucoup trop rapidement pour un simple être humain. Il est d'une force prodigieuse, beaucoup plus agile. Donc, il ne sait pas d'où lui viennent ses dons, en fait. Et du coup, il enquête un petit peu sur sa vie. Il essaie de savoir aussi comment il a hérité de ses dons, même s'il n'en fait pas trop étalage, il n'en parle pas à beaucoup de monde. Je pense qu'il fait vraiment confiance qu'à sa compagnie de mercenaires. Et on va en savoir un petit peu plus dans le tome 2, sans que ce soit complètement résolu, sans que lui-même sache d'où il vient exactement et pourquoi il a ses dons. Il y a aussi toute une discussion dans ce tome 2 concernant les religions païennes, parce que c'est clair que c'est pas le meilleur des religions païennes, enfin des anciennes religions qui ressort dans ce roman, puisqu'on va parler de sacrifice humain. Alors, évidemment, moi j'ai tendance à avoir plutôt un parti pris pour les créatures fantastiques et les anciennes religions, plutôt que pour la religion catholique qui à cette époque faisait quand même beaucoup de ravages parmi les humains, et qui a fait de nombreux ravages sur les créatures fantastiques, donc du coup ça ne m'a pas plu du tout. Mais Pierre de Cossigan dans ce tome 2 prend plutôt parti de la religion chrétienne. Alors c'est vrai que ça se comprend, parce que ce qu'on voit des anciennes religions, c'est qu'il y avait énormément de sacrifices humains. Du coup, ça les grandit pas, mais voilà, en même temps, dans sa compagnie, il y a des gens qui ont des pouvoirs, voilà, qui ne sont pas des humains. Et je pense que c'est quelque chose qui va évoluer dans les prochains tomes, puisque en même temps, dans la foulée, je me suis acheté le tome 3, le marteau des sorcières, et comme vous pouvez voir, on voit des femmes se faire brûler. Et j'ai commencé un tout petit peu à le lire, et effectivement, on a au début la confession d'un inquisiteur qui regrette ce qu'il a fait, parce que clairement, il a torturé, tué des gens, et surtout des femmes, qui étaient accusées pour un oui ou pour un non de sorcellerie, et il se rend compte que c'était des prétextes fallacieux, que en fait c'était des innocents, et voilà, qu'ils ont torturé et tué des innocents. Voilà, il revient un peu sur ce qu'ils ont fait, et vous avez toute une liste au tout début de ce roman qui montre voilà, tous les comportements suspects. Alors dans les comportements suspects, vous avez ne pas aller à la messe, vous avez savoir utiliser les plantes pour guérir. Donc évidemment, les femmes, c'est surtout les femmes qui faisaient ça, donc voilà. Les femmes qui étaient célibataires ou qui étaient veuves sans être mariées étaient aussi suspectes. Enfin, il y a toute une liste comme ça de trucs qui nous paraissent complètement aberrants maintenant. J'ai un de mes loulous qui me disait, tu lis quoi? Alors je lui ai expliqué un petit peu tout ça. Et je lui ai expliqué voilà, la chasse aux sorcières qu'il y avait eu au Moyen-Âge. Puis il me dit, mais toi, maman, t'aurais été brûlée? Je dis, oui, très certainement. Même si je suis mariée et tout, très certainement, j'aurais été brûlée. Ça, c'est clair. J'ai oui, tu sais, les femmes n'avaient pas énormément de liberté. Voilà, bon. Ça m'a permis d'expliquer un petit peu les choses. Et voilà, mais j'ai beaucoup aimé sa réflexion. Je dis, oui, tout à fait. Je pense que quasiment toute la population féminine actuelle serait brûlée. Voilà, c'est... Bon, on va faire pour faire un résumé assez court. Donc, c'est passionnant, et c'est d'autant plus passionnant que dans le même temps, sur cet tome, on va suivre le dernier descendant, enfin, je pense que c'est le dernier descendant de Pierre de Cossigan, qui s'appelle Cargaël de Cossigan,
qui est orphelin, qui a grandi dans une institution. On est en 1889 puis 99, je crois, ou qu'en 1899, je sais plus. Mais il découvre qu'il a eu un ancêtre très célèbre. On lui remet, voilà, il est appelé chez le notaire, sauf qu'il ne connaissait pas du tout cet ancêtre. Et en fait, on le met sur un jeu de piste pour retrouver l'héritage de cet ancêtre. Il cherche notamment un coffre assez mystérieux. Et tout ça se fait par le biais d'une correspondance épistolaire avec ses amis, avec ses anciens professeurs qui sont spécialisés dans l'histoire de France ou dans la cryptologie, puisqu'il va devoir résoudre des énigmes. Et c'est passionnant parce que moi, il y avait quelque chose qui me perturbait dans ces courriers. Et effectivement, j'avais mis le doigt dessus, il y avait quelque chose d'étrange et ça remet toute l'histoire de Pierre de Cossigan. Alors ça ne la remet pas en cause, mais on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang de bonsoir, pour qu'on en arrive là à la toute fin du 19e siècle, à la veille du 20e siècle. C'est super bien fait. On n'a pas toutes les réponses dans le 2, encore une fois. Voilà, l'auteur joue avec nos nerfs, surtout que voilà, Pierre de Cossigan, vendant son intelligence, parce que c'est un personnage hyper charismatique, son intelligence et ses armes au plus payant, on se doute qu'il va intriguer, qu'il va y avoir beaucoup de complots, on ne sait pas trop pour qui il bosse exactement. Voilà, donc vous avez un petit retournement de situation à la fin du tome 1. Et le tome 2, ben voilà, ils vont en savoir un peu plus et on va beaucoup plus approcher les religions païennes et c'était super intéressant. J'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup les histoires sur les anciennes religions et c'est passionnant. Avec en plus ce descendant Kergael qui recherche cet illustre aïeul dont il n'avait jamais entendu parler jusqu'ici. Dans la foulée, est-ce que j'ai d'autres... je suis en train de regarder un petit peu les séries pour vous présenter les séries que j'ai achetées. J'avais lu le mois dernier en service presse L'ombre des dieux de John Gwynne. C'était aussi ma première incursion dans le monde de John Gwynne. J'avoue que là je fais des super découvertes en fantasy et heroic fantasy adulte. J'adore le bâtard de Cossigan. J'ai adoré L'ombre des dieux. Et c'était le tome 1 de la confrérie du sang. C'est aux éditions Léa. Et à la fin je me suis dit... Ah, pourquoi j'ai pas le tome 2? Ça se finit en plot twist. Je me dis, mais c'est pas vrai de faire des choses comme ça. C'est incroyable. Donc, quand j'ai trouvé d'occasion La fin des dieux, qui est la suite, j'en ai pas résisté longtemps. En plus, je l'ai trouvé à prix intéressant. Il est comme neuf, hein, vous voyez. Parce que j'avais une remise dessus supplémentaire. Je les ai eus sur la bourse aux livres ou Recycle Livre, je ne sais plus. La bourse aux livres, je crois. Je sais plus. Donc c'était vraiment très intéressant. J'adore les couvertures de chez Léa. En plus, elles sont toutes simples, hein, c'est pas du hardback ni rien, mais quand vous voyez le tome 1, on voit une espèce de dragon serpent avec un être humain qui essaie de se battre non plus. Là, vous avez 3 êtres humains, oui, 3 êtres humains. Et en fait, on va suivre les points de vue de 3 personnages différents. Orca qui vit avec son mari et son fils un peu à l'écart d'un petit village. Et puis, ses voisins les plus proches vont être attaqués. Il va s'en suivre un enchaînement d'événements qui vont l'amener à reprendre les armes, parce qu'on sent bien dès le début que c'était une guerrière, cette femme. On est dans un univers vraiment d'inspiration viking. Alors, John Gwynne n'a pas repris les dieux vikings ou scandinaves. Il a créé ses propres dieux. Mais voilà, on est vraiment... Il y a des mots vikings comme jarl, qui désigne un comte en fait à cette époque, même dans la façon de vivre, les armes, on est vraiment dans un univers viking. Alors, après les vikings, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a énormément de guerrières. Les femmes sont très importantes. De toute façon, on commence avec Orca, qui est une ancienne guerrière. On va suivre aussi, alors je ne retiens jamais le nom du 3e personnage, qui est aussi une femme, Elvar, qui fait partie d'une autre confrérie aussi. Donc il y a beaucoup cet esprit de compagnons où en fait les liens de frères d'armes sont plus importants, ou sœurs d'armes en l'occurrence, sont plus importants que les liens familiaux. Elvar, on ne connaît pas trop ses origines, on se demande un petit peu ce qu'elle fait dans cette confrérie. Et puis on va suivre aussi le point de vue de Varg, qui est un ancien esclave. Alors il faut savoir que ce monde a subi une catastrophe il y a environ 200 ans, car les dieux se sont battus les uns contre les autres. Donc vous voyez la taille des dieux, vous imaginez un petit peu le délire et ce que ça a donné au niveau du monde dans lequel vivent ces êtres humains. Il y a notamment la plaine du Virg, c'est bien ça? Est-ce que j'ai bon?
Est-ce que j'ai bon? Je ne sais plus, c'est pas noté. Donc je crois que c'est la plaine du Virg qui a été complètement dévastée, qui est presque devenue un no man's land. Non, raté, c'était... Oh, pardon, je tape dans la caméra. Vigrid, qui a été complètement dévastée par les dieux. Donc les dieux ont foulé le sol de la terre des humains, mais là ils ont disparu. Et voilà, on va suivre ces 3 personnages, et c'était... il y avait un petit peu de répétition quand même dans le tome 1, mais n'empêche que c'est hyper passionnant. Alors c'est vrai qu'il faut s'y retrouver un petit peu dans le nom des personnages, mais je dirais, moi c'est ce que j'ai fait, il faut suivre les points de vue des 3 personnages principaux, et on arrive à recaser les 3 autres, les personnages secondaires sans problème, il n'y a pas de souci, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Il n'y a pas de... Alors dans le premier, il n'y avait pas de lexique, il y avait un lexique, mais il n'y avait pas une reprise de personnages, je suis pas sûre que là il y en ait non plus. Puis franchement, la fin, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai bien aimé aussi la place qui est laissée aux femmes, qui sont voilà, de véritables guerrières. On a d'ailleurs un Jarl qui est en fait une Jarl, qui est une femme. Celui qui règne sur ce royaume est une femme aussi. Il y aura aussi quelques complots, voilà, des gens qui essaient de s'accaparer le pouvoir. On se demande ce qui relie ces 3 personnages et quel est le but de certains Jarls, de la reine, de certains de ceux qui l'entourent. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? En plus, chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que les dieux ont quand même laissé des traces après leur passage, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des abysses, et de ces abysses sont sortis des monstres. Alors je serais curieuse de voir ces monstres, les voir dans un film, de voir à quoi ils ressemblent, parce que la description est très particulière, ils sont assez étranges, et ils ont aussi laissé une trace dans le sang des humains, puisque apparemment il y a eu des relations entre dieux et humains. Et du coup, les descendants de ces humains qui ont des relations avec les dieux ont des pouvoirs. Sauf que les dieux ont tellement fichu le bazar dans ce monde que ces êtres humains, les malheureux qui ont des dons, sont appelés des corrompus. Ils ne sont pas aimés du tout parce qu'ils rappellent trop les catastrophes qu'ont engendré les batailles entre les dieux. Donc, voilà, ils sont tués, au mieux, ils sont esclaves. Ils ont même un collier spécial qui les empêche d'utiliser leurs dons. Voilà, donc c'est très dur, hein, c'est assez violent, hein, on est dans de l'heroic fantasy adulte, hein, donc il peut y avoir des scènes assez violentes, même s'il n'y a pas de scène de viol ni rien. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas. Voilà, c'est passionnant, voilà, cet univers viking, ces dieux gigantesques, ces pauvres humains qui n'ont rien demandé, qui sont appelés des corrompus et qu'on pourchasse, qu'on revend d'ailleurs, hein, parce que c'est intéressant d'avoir des humains qui ont des pouvoirs tels quels, donc du coup ils sont voilà, revendus. Je crois que, je ne sais plus si ce sera une trilogie ou une tétralogie, je ne sais plus. Parce qu'à la base, en fait, quand j'ai acheté L'Ombre des Dieux, je pensais que c'était la suite d'une autre saga de John Gwynne qui s'appelle le livre des Terres bannies. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et voilà, du coup, je me suis dit, vu que j'aimais L'Ombre des Dieux, j'avais le tome 1 et le tome 2 du livre des Terres bannies. Et vu que celui-ci était aussi, voilà, ça doit être sur la bourse au livre, il était aussi d'occasion. Pareil, super neuf. Alors, par contre, c'est une brique. Donc, c'est Ruine. Donc, j'ai Malice et Bravoure. Voilà. Donc, là, on est dans un autre univers, toujours d'inspiration viking, hein. John Gwynne, il adore ça. Quand il vient dans des salons et compagnie, il est déguisé en viking, hein. C'est vraiment son univers. Celui-là est une bricasse, mais je vous dirais qu'il est même lourd à porter tellement il est costaud. Donc, du coup, j'ai pas encore commencé cette trilogie. Ouais, il fait plus de 700 pages. En même temps, ça se lit très bien. C'est assez fluide. Puis, les marges sont assez grandes. Toujours aux éditions Léa. Voilà, j'aime beaucoup. Et vous avez un peu comme ça, pour chaque tome, vous avez un peu toujours cette charte graphique avec une arme. Il y en a une, c'est une hache. Le deuxième, je ne sais plus. À savoir que si vous voulez découvrir John Gwynne, à savoir que cette trilogie, les tomes 1 et 2, Malice et Bravoure, sont sortis en poche. Alors Malice est déjà sorti, Bravoure va sortir au mois d'août. Donc si vous voulez essayer à petit prix, vous pouvez essayer de commencer par Malice pour découvrir son univers. L'Ombre des Dieux, pour l'instant, n'est pas encore passé en poche, mais il passera forcément puisque Léa a ouvert cette année sa collection magique, qui est une reprise de ses romans en livre de poche. Bon, moi, comme j'avais acheté les 2 premiers en grand format, j'avais envie, voilà, les couvertures sont tellement belles que j'avais envie d'avoir en grand format. Puis en plus, en les ayant trouvées pas trop chères, c'était très intéressant.
Je crois que je vais arrêter là la première partie de mon book haul. À ce rythme-là, je vais pouvoir faire 3 parties, mais c'est pas grave. On va essayer de pas trop dépasser les 35 minutes. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si vous connaissez John Gwynne. Je sais que certains d'entre vous ont envie de le découvrir aussi. Moi, en tout cas, ça a été une très belle découverte. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous connaissez Le Bâtard de Cossigan, parce qu'en fait, c'est un livre qu'on voit très peu passer, je trouve. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment une bonne série aussi. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!